l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes Big Bang, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente Age of Dirt, je vais le mettre comme du bon, Age of Dirt, a game of uncivilization, donc un jeu de décivilisation qui a été produit par WizKid Games, qui nous vient de Johannes Krenner, qui se joue de 2 à 5 joueurs et qui dure environ 40 minutes, où chaque joueur représentera un clan d'hommes de Cro-Magnon. Et le but, ce sera d'obtenir 10 points de victoire, ou comme ils appellent dans le jeu des Rockstars, parce que ça va être les points de victoire sont représentés par des étoiles, donc Rockstar étant un jeu de mots, des étoiles de pierre, donc âge de pierre, etc., etc., et c'est un jeu qui dure environ 40 minutes. Ce jeu-là, en fait, nous allons avoir une portion de hasard où est-ce que les joueurs vont lancer leur clan dans une espèce de tour à Meeple. Et c'est ce qui va nous représenter en fait le nombre de ressources que l'on va récolter. On va avoir aussi un principe où est-ce qu'on va envoyer nos meeples dans différents environnements. Et évidemment, certains environnements, une fois qu'ils seront lancés dans la tour, il y a certains meeples qui ne tomberont pas et vont tomber plus tard dans d'autres environnements. Je vous montrerai tout ça tantôt. Grosso modo, moi j'ai entendu parler de ce jeu-là à cause de la personne responsable du département du jeu de société, je vais l'appeler comme ça, qui se nomme Zev Schlesinger. Donc j'ai fait une entrevue avec lui et il m'avait parlé de Age of Dirt, qui est un jeu. Lui, ça faisait plusieurs parties et il adorait ce jeu-là. Et pour moi, cet auteur-là, mais cet éditeur-là, c'est un gars que j'apprécie énormément pour son audace de présenter différents jeux, comme par exemple, il nous a présenté Tournament at Camelot ou encore Sidereal Confluence, Empires, et j'en passe. Et c'est aussi celui qui a fondé Z-Man Games et qui nous a amené Pandémie à une certaine époque, 1960, Kennedy contre Nixon, et encore une fois, j'en passe. Donc, quand il m'a parlé de Age of Dirt, il a grandement piqué ma curiosité. Écoutez, je vais vous présenter le jeu, puis ensuite de ça, on jasera de qu'est-ce que j'en pense de tout ça. Au début de la partie, les joueurs vont récolter 4 meeples qu'ils vont placer sur leur plateau personnel de cette manière-là. D'ailleurs, parlant des plateaux personnels, chaque plateau est réversible. Donc, on a le plateau de base qui nous donnera 4 espaces pour placer nos ressources. Donc, on aura un maximum de 4 sources au début de la partie. Et par la suite, nous pourrons le tourner de l'autre côté et ainsi avoir 6 espaces disponibles pour récolter des ressources. On aura aussi 3 autres meeples et ces meeples-là vont se placer sur cette tuile-là. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a une installation d'une partie pour 3 joueurs. Donc, nous avons ici les meeples pour le joueur rose, pour le joueur vert et finalement pour le joueur bleu. Les joueurs vont récupérer aussi 2 cartes clans. Et ils vont les regarder, ils vont en choisir une d'entre elles. L'anatomie d'une carte, elle est très simple. En haut à gauche, nous avons le coût de chacune des cartes. Nous avons l'effet de la carte en question et finalement, en bas de la carte, nous aurons des étoiles qui représentent des points de victoire. Et comme j'ai dit, le joueur qui possède 10 points de victoire, le premier, gagnera la partie. Nous allons sélectionner une des deux. Donc, par exemple, je pourrais garder Hidden. L'autre carte, je la mets de côté. Et finalement, je vais choisir un de mes 2 outils qui sera sur le côté fonctionnel et l'autre sera du côté non fonctionnel, c'est-à-dire le côté gris. Donc, on a la lance qui nous protégera des tigres ou des ours. J'expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Sinon, le tambour qui nous permettra d'utiliser le bâton lorsque les joueurs placeront des meeples dans le passage. Par exemple, je pourrais commencer la partie comme ceci. Et finalement, si je rapproche ces 3 différentes boîtes, vous aurez ici le meeple du tigre qui est en lien avec la lance, le petit ours aussi, la même chose. Et celui-là va commencer dans les plaines, comme ceci. On est maintenant prêt à commencer la partie. Comme mentionné au préalable, le but c'est d'obtenir des points de victoire avec ces cartes-là. Pour placer ces cartes-là sur le plateau, il faut payer pour celles-ci. Donc, on a 5 types de ressources. On a d'abord des fines herbes, on a du bois, on a de la peau, de la nourriture, des baies et finalement de la roche.
Et comment est-ce qu'on fait pour récupérer ces ressources-là? Eh bien, il faut envoyer nos meeples dans une des trois différentes sphères de jeu pour récupérer ces ressources en question. Alors, nous avons 4 endroits, en fait, pour être capable de récupérer des ressources. Nous avons d'abord la montagne, les plaines, la forêt et finalement la tente de l'amour. Pour récupérer de la roche, il faudra envoyer des meeples dans la petite boîte ici. Pour récupérer des fines herbes, ce sera la même boîte. Pour récupérer de la peau, il faudra l'envoyer dans la plaine. Et finalement, pour récupérer du bois ou des baies, nous devrons l'envoyer en forêt. Et finalement, la tente de l'amour nous permettra d'aller récupérer de nouveaux meeples. Donc, si à un moment donné, on se retrouve à court de meeples, on décide de les lancer là-dedans. Et peut-être feront-ils des bébés, sait-on jamais. Alors, un tour de jeu est très simple. La première action que je pourrais faire, ce serait de sélectionner 1 à 2 meeples et les placer à 1 à 2 endroits différents. Donc, je pourrais placer les 2 meeples soit dans la montagne, ici ou là, ou je pourrais les séparer. Donc, par exemple, ici comme ça, et je vais en mettre un, tiens, dans la tente de l'amour. Donc ça, ce serait la première action que je pourrais faire. La deuxième action possible dans le jeu, ce serait tout simplement d'utiliser mes ressources pour faire différentes actions. La première action que je pourrais faire lorsque j'utilise mes ressources, évidemment, ce serait pour payer pour des cartes. Je peux toujours payer une carte de ma main. Donc ici, il me faudrait du bois et de l'herbe, ou je pourrais payer une carte qui est disponible dans le marché. Donc, une fois que j'ai payé pour cette carte-là, je la place devant moi et je vais avoir le nombre de points indiqués sur celle-ci. Donc, ça me donnerait 1 point de victoire. Si je joue cette carte-là ensuite dans le même tour, eh bien là, j'obtiens 2 points de victoire et ainsi de suite. Les ressources peuvent être utilisées aussi pour différentes choses. La première chose que l'on peut utiliser du bois, c'est non seulement pour, oui, construire des cartes, mais aussi pour être capable de tourner un de nos items, un de nos objets, du côté fonctionnel. La roche en question nous permettra de pouvoir tourner notre plateau et donc obtenir davantage d'espace pour gagner plus de ressources. Puis non seulement ça, lorsqu'on fait ça, eh bien, on pige une carte du dessus de la pioche. Une autre action que l'on pourrait faire avec l'herbe, ce serait tout simplement de piger une carte directement de la pioche. Et finalement, une fois que j'ai fait toutes les actions que j'ai voulu faire avec mes ressources, eh bien, à ce moment-là, si j'ai joué une ou des cartes de ma main, je vais toujours piger du dessus de la pioche. Cette carte-là, il se peut que ce soit une carte que je peux tout simplement placer. Donc, dans ce cas-ci, c'est une carte que je vais pouvoir jouer à mon tour. Il y a d'autres cartes qui sont des événements qui sont vraiment très, très clairs, là, au sens où est-ce qu'elles n'auront pas de... comme ça, ici, c'est un événement, ou encore, ici, c'est un autre événement. Donc, l'ours, par exemple, va s'activer avec ces événements en question. Notez bien que si j'ai joué une carte du marché, évidemment, je place une nouvelle carte pour la remplacer. Si c'est une carte événement, on fait immédiatement l'événement. Donc ça, ce serait la deuxième action, donc récupérer des cartes, faire différentes actions avec mes ressources. Maintenant, la troisième action que je pourrais faire, évidemment, ce serait d'aller récolter des ressources. Comment est-ce que je fais pour récolter des ressources? Eh bien, je vais sélectionner une des 4 différentes boîtes, je vais la soulever et récupérer tous les meeples qui sont dedans et la placer dans le passage. Donc là, vous voyez présentement, les meeples ne sont pas sortis. Alors, j'aurai le choix de pouvoir utiliser mon tambour pour être capable de frapper sur la tour. Lorsque je parle de frapper avec la tour, je parle évidemment avec cet objet. Donc, si vous remarquez ici comme il faut, il y a 3 endroits où est-ce que je peux taper. Donc, je peux taper jusqu'à 3 fois sur le premier, le deuxième et finalement le troisième. Là, présentement, malheureusement, ça n'a pas fait tomber quoi que ce soit. Donc, les joueurs ont perdu, entre guillemets, leur meeple et vont réapparaître plus tard. Lorsque je parle de réapparaître plus tard, je vous donne un exemple concret. Si, par exemple, un joueur s'en allait à la plaine, évidemment, il récupérait tous les meeples qui sont là, incluant le tigre, les lance dans le passage. Et soudainement, oups, le meeple bleu que j'ai placé à la montagne va maintenant me donner une peau et les autres joueurs vont récupérer des peaux étant donné qu'ils ont été retrouvés dans la plaine. Ceci étant dit, vous avez remarqué que le meeple du tigre est sorti
Et le joueur qui, à son tour, sort le tigre devra se défendre contre celui-ci avec sa lance et donc devra tourner sa lance du côté non fonctionnel. Si par contre sa lance était du côté non fonctionnel et que c'était le tour vert, du joueur vert par exemple, eh bien ce joueur-là perdra un de ses meeples qui retournera sur cette tuile en question. Une fois que c'est fait, les joueurs vont récupérer leur meeple personnel et le tigre retournera à la plaine comme ceci. Comme j'ai mentionné, chaque endroit nous permettra de récupérer un certain type de ressources. Si on s'en va en montagne, on pourra récolter de la roche ou des herbes, la plaine de la peau et finalement de la forêt, on pourra récolter du bois ou des baies, alors que la tente de l'amour nous permettra de récolter des meeples. On a un avantage en fait à aller récupérer une des différentes boîtes, puisque lorsque je vais soulever la boîte par exemple de la forêt, eh bien comme indiqué sur le dessus de celle-ci, je pourrais tourner immédiatement un de mes deux objets sur le côté fonctionnel. Donc là, actuellement, mes deux objets sont du côté non fonctionnel, donc je pourrais tourner par exemple ma lance de peur de me faire attaquer par le tigre ou par l'ours. Évidemment, ensuite de ça, on lancerait les meeples dans la tour. La plaine, malheureusement, n'a aucun avantage à être utilisée par le joueur qui va soulever cette boîte en question. Par contre, la montagne, en fait, va nous permettre de récupérer une pierre par meeple sortie. Puisqu'habituellement, comme il est indiqué sur la boîte, il nous faudra 2 meeples pour obtenir une petite roche ou on dépense un meeple pour récupérer une herbe. Mais étant donné qu'on utilise la montagne, que c'est nous qui avons soulevé cette boîte en question, le joueur qui aura soulevé cette boîte pourra récupérer une roche pour chaque meeple ou dans le fond, un meeple pour de l'herbe. Donc, si j'en ai 2, je peux récupérer soit 2 roches, soit 2 herbes, ou une roche, une herbe, si je suis celui qui l'a soulevé. Autrement, si je suis celui qui ne l'a pas soulevé et qui a 2 meeples qui sortent du passage, je pourrais utiliser ces 2 meeples-là pour récupérer une roche ou utiliser les 2 meeples pour récupérer de l'herbe. Évidemment, si je n'ai plus de place sur mon plateau personnel, je peux toujours faire du ménage, c'est-à-dire retirer certaines ressources pour placer de nouvelles. En dernier lieu, nous avons maintenant la tente de l'amour. Alors, le joueur qui utilisera la tente de l'amour pourra immédiatement placer un meeple de sa couleur, directement dans la tente en question. Le joueur soulèvera ceci et lancera tous les meeples dans le passage. Évidemment, pour être capable de produire un bébé, il faut qu'il y ait 2 meeples de la même couleur. Donc, le vert a été très chanceux, a récupéré 2 meeples de sa couleur, pourra donc récupérer un nouveau meeple du plateau central et les placer maintenant à sa disponibilité pour utiliser différentes ressources ou les envoyer à différents endroits. L'autre chose qui se passe, c'est que si, admettons, on n'en a qu'un seul qui revient tout seul, eh bien, tout simplement, il a fait ses choses tout seul et donc il ne peut pas fonctionner. Par contre, s'il y avait deux meeples de différentes couleurs, les joueurs pourraient décider, avec un commun accord, de récupérer chacun un meeple de leur couleur correspondante. Donc, ça produirait 2 bébés. Donc, si le joueur bleu et le joueur rose en question s'accordaient ensemble, eh bien, chacun pourrait récupérer maintenant un meeple de leur couleur correspondante, parce que oui, même à l'âge préhistorique, il fallait avoir un accord commun pour faire l'amour. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul élément indiqué par rapport à l'ours. L'ours fonctionne de la même manière que le tigre, c'est-à-dire que si l'ours tombait, eh bien, le joueur actif perdrait automatiquement un meeple s'il ne se défend pas avec sa lance. Si par contre nous avions le tigre et l'ours qui sortaient en même temps, eh bien tous les joueurs autour de la table, incluant le joueur actif, perdraient un meeple qui est sorti de la tour, mis à part s'ils se défendent avec leur lance. Donc la lance on peut se défendre avec la lance avec le tigre ou avec l'ours ou avec les deux en même temps, la raison pour laquelle on a les 2 symboles sur cette dernière. C'est ce qui fait donc le tour des règles assez grosso modo. Donc, chaque joueur va récupérer des cartes, vont jouer des cartes, vont récolter des ressources,
vont aussi envoyer des meeples dans les passages, vont les envoyer dans différents environnements, récupérer des ressources, payer pour des cartes, augmenter leur plateau, réparer leurs objets, etc., etc. Et ça, jusqu'à temps qu'un joueur obtienne 10 points de victoire à la fin de son tour. Le joueur obtenant 10 points de victoire à la fin de son tour remporte la partie de Age of Dirt. Malgré ses allures un peu loufoques et funky, Age of Dirt nous présente quand même un jeu avec une bonne dose de stratégie sans se prendre au sérieux. Et je pense que c'est ça la plus grande qualité de ce jeu-là. C'est souvent le fait que les joueurs sont en course. On a vraiment une course qui se passe autour de la table. On veut accomplir le plus de cartes possible pour récolter ces 10 points de victoire-là. Mais malheureusement, le hasard est tellement prédominant qu'on n'a pas tout à fait le contrôle sur ce qu'on peut récupérer comme ressources. Donc, il faut toujours s'organiser en conséquence de ce qu'on a. Et bien, à un moment donné, ça fait en sorte que tout se rééquilibre toujours. Ironiquement, il y a certaines parties où est-ce que je traînais de la patte. Puis à un moment donné, les choses commencent à tourner en ma faveur. Donc, je commence à récolter des points. Et finalement, ça se termine toujours très serré nos parties. Je dirais, c'est un jeu qui m'a fait beaucoup penser à l'Âge de pierre, non seulement au niveau du thème, mais aussi au niveau de la prédominance du hasard. Donc, je le compare souvent avec l'Âge de pierre comme étant un jeu, c'est l'Âge de pierre sans dés, mais avec tout autant de hasard. Et ce hasard-là, contrairement à l'Âge de pierre, qui est frustrant parce qu'on révèle puis on est fâché, dans celui-là, le fait que tes meeples tombent pas à ce moment-là, tu te dis, ben voyons, c'est bien bizarre, tu sais. Et tu as toujours besoin de toutes les ressources. Contrairement, mettons, à l'Âge de pierre qui va te demander un certain nombre spécifique de ressources, dans celui-là, peu importe ce qui se passe, tu vas toujours récolter des ressources et tu pourras toujours avoir une certaine flexibilité par rapport à ce que tu as. Mais non seulement ça, ce qui est drôle, c'est qu'on envoie des gens à la montagne, un joueur va lancer les meeples dans le passage et ton meeple tombe pas et là, soudainement, on prend la tente et là, tu n'as jamais placé de meeple dans la tente de l'amour et là, ton meeple qui était pris dans les montagnes se retrouve soudainement dans la tente de l'amour ou accompagné d'un tigre ou accompagné d'un ours. Et là, ça fait des espèces de fou rire qu'on se dit, ben voyons donc, comme... C'est drôle, ça capte l'imaginaire énormément, ce jeu-là, tant au niveau de la thématique qu'au niveau vraiment du matériel. Je dois avouer que j'étais pas convaincu au départ quand M. Zev Schlesinger m'a parlé du marteau que l'on utilise, du bâton qu'on utilise pour taper sur le passage. J'avais certains doutes, même qu'à un moment donné, mes amis tapaient très fort sur la tour. Mais le matériel est quand même de très bonne qualité, ce qui fait en sorte que le matériel ne peut pas se briser vraiment. En ce qui a trait du nombre de joueurs, j'ai joué à 3, à 4 et à 5 joueurs jusqu'à maintenant. Je n'ai pas joué à 2 joueurs et je ne pense pas que ce soit le compte optimal à mon avis, puisque ce jeu-là nous encourage grandement à interagir avec nos comparses. Quand on joue à 5 joueurs, on a l'aspect de la course à points qui est omniprésente. On ne veut pas, nécessairement soulever un environnement pour mettre les meeples là, pour avoir peut-être une chance de donner des ressources aux autres joueurs, mais en même temps, on aurait peut-être envie de le faire pour récupérer les bonus de cet environnement en question-là. Aussi, on a quand même un gros paquet de cartes, ce qui fait en sorte que ces cartes-là, à un moment donné, on aimerait ça les voir et l'ours ne peut être qu'activé par des événements, ce qui fait en sorte qu'à 5 joueurs, à un moment donné, on va voir l'ours apparaître régulièrement, tandis qu'à 3 joueurs ou à 4, on ne le verra peut-être pas nécessairement aussi régulièrement. Mais ça reste quand même très jouable à 3, à 4 et à 5. Et je pense que c'est un jeu qui est vraiment bien présenté à plusieurs niveaux. Je pense qu'aussi, on a ce stress-là de devoir courser contre les autres. Je trouve ça vraiment sublime. Et ça dure 40 minutes. Donc, on n'a pas le temps de voir le temps passer. On n'a pas le temps de se dire, OK, là, ça commence à faire, là, le hasard. Non, ça termine, puis on se dit, ben, tu sais, c'est juste une conclusion, une finale, juste
normal, juste très naturel qui se conclut de cette manière-là, ce jeu-là. Et c'est ça que j'aime de Age of Dirt, c'est que malgré que j'ai joué quelques parties, j'ai envie de le présenter encore, j'ai envie d'y rejouer parce que je trouve qu'il se joue super facilement, il se présente super bien, il est drôle, il est facile d'accès, on a du plaisir, on se perd dans le thème et surtout, il n'est pas trop long, donc on se lasse pas d'y jouer nécessairement. Ceci étant dit, je ne crois pas que le jeu plaira aux joueurs qui cherchent un jeu qui est basé sur la stratégie à long terme. C'est un jeu où est-ce qu'il faut continuellement s'adapter avec les ressources que l'on a. C'est un jeu aussi qui on est soumis à un hasard, comme j'ai dit tantôt, qui est prédominant, qui est omniprésent. Et ce hasard-là peut être parfois frustrant. On se demande comment est-ce qu'on peut le mitiger. Et malheureusement, il n'y a pas nécessairement de manière de pouvoir mitiger ce hasard en question. Autre chose aussi, je ne pense pas que ce jeu-là pourra plaire à des joueurs qui cherchent un jeu de stratégie et qui vont pouvoir en fait optimiser chacun de leurs coups. Comme j'ai dit, le hasard est trop prédominant pour qu'on puisse calculer les ressources que l'on va récupérer. C'est des investissements. Dans le fond, chaque fois qu'on place des meeples, c'est un investissement potentiel vers cet endroit-là qui va nous donner cette ressource-là. Mais il se peut fort bien qu'on récupère la ressource lorsqu'on ne veut pas la récupérer ou encore qu'on ne récupère pas du tout cette ressource-là ou qu'on récupère une ressource qu'on ne s'attendait pas de recevoir. Et je dirais aussi qu'on ne peut pas récupérer, on a un certain nombre, dû au fait qu'on a un certain nombre de ressources limitées que l'on peut avoir, ça peut peut-être empiéter sur le fait que l'on puisse créer des stratégies à long terme et créer une espèce d'enchaînement qui va nous amener à faire 6 ou 7 points, un à la suite de l'autre. Peut-être que ça se peut, je n'ai pas encore vu ça, mais ça reste quand même que je ne pense pas que le jeu suggère ça. C'est vraiment un jeu familial, léger, qui nous encourage juste simplement à avoir du plaisir, à avoir du fun, à rire aussi, à ne pas se prendre au sérieux et à se perdre dans le thème. Donc pour ça, je pense que ça le fait très bien. Mais les joueurs qui préfèrent des jeux plus stratégiques, j'encouragerais ces joueurs-là à aller plus vers des jeux comme Splendor, comme Century, etc., etc. Mais ce jeu-là est venu un peu frapper un petit soft spot, comme on dit. Donc un petit côté filon ludique que j'aime bien. L'interaction m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment apprécié somme toute la structure du jeu. C'est un superbe jeu, vraiment au niveau esthétique aussi. J'ai trouvé que le matériel est vraiment le fun. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'avez pas apprécié, laissez-moi un petit commentaire. Est-ce que vous pensez que ce jeu-là va être pour vous? Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous suivre sur Instagram et de nous liker sur Facebook. On aime ça interagir avec le public, on aime ça interagir avec les joueurs. On est des joueurs de base et c'est ça qu'on adore le plus faire. Donc sur ce, c'était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.